Éric Gallet a enseigné pendant 30 ans à l'université Paris Diderot. Physicien, mais aussi ethnologue, il a mêlé sa passion pour le bois et les bateaux à ses enseignements. Mais quel est le rapport entre l'ethnologie et la physique? La mesure, la mesure, la mesure, c'est à la fois de la physique et de l'ethnologie. Qu'est-ce qu'on mesure quand on fait de l'observation sociale? Mais on peut faire des rapports entre la physique et la menuiserie. La menuiserie, c'est un paquet de physique concentré quand même. Il y a beaucoup de physique dans la menuiserie. Je pense qu'il y a pas. Je pense que le compartimentage académique est un peu formelle. La réalité, elle est complexe. De toute façon, elle est pas physique ou ethnologie. On vit quoi. Alors on vit. Après, suivant comment on vit, on peut dire, ben voilà, je m'intéresse à ça plutôt qu'à ça. Mais la vie, elle est complexe. Donc elle est tout, la vie. Elle est à la fois une dimension psychologique, sociale, sociologique, ethnologique, physique, biologique, mathématique même, parce que bon, voilà, c'est la vie, quoi. Moi, je crois que fondamentalement, bon, ce que j'ai fait en ethnologie, c'était une façon de prendre en considération le fait que l'être humain est fait d'un corps et d'un esprit, et que on les a culturellement dissociés. Hein. On a décidé que d'un côté il y avait l'esprit, de l'autre côté il y avait le corps. On a fabriqué à partir de ça des catégorisations intellectuelles qui sont, à mon avis, plus que douteuses, comme les travaux manuels et les travaux intellectuels, par exemple. Il y a des métiers qui seraient manuels et des métiers qui seraient intellectuels. C'est une grande stupidité parce que je pense qu'en fait, il n'y a pas de métier manuel, pas plus qu'il n'y a pas de métier purement intellectuel. Donc je pense que la distinction manuelle-intellectuelle, qui est malheureusement fortement opérationnelle, hein, puisque quand un élève n'est pas très doué, on l'envoie dans les métiers manuels, elle est absurde parce que le manuel met en jeu le corps et l'esprit, évidemment. Hein. Je veux dire, quand on rabote, par exemple, on fait travailler tous ses sens en même temps pour analyser si le rabot fonctionne correctement. Il y a un toucher, il y a le bruit, il y a parfois l'odeur. Moi, ça m'est arrivé du temps où j'avais 24 stagiaires qui fonctionnaient en même temps sur des machines, de fonctionner à l'odeur, parce que quand on sent que ça commence à sentir le bruit, c'est qu'il y a en général quelque chose qui ne va pas quelque part, comme une machine qui tourne à l'envers, ou un outil qui est affûté, ou quand on entend du bruit. Par exemple, le bruit est un indicateur aussi de quelque chose qui dysfonctionne. Donc, et à partir de là, on peut fonctionner sa tête pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en jeu, qu'est-ce qui dysfonctionne. Et donc c'est vrai que les métiers manuels font tous appel à l'intelligence. Hein. Il n'y a pas de métier. Je ne connais pas de métier qui ne fasse pas appel à l'intelligence. Moi, je pense qu'il y a une chose qui est importante, quelle que soit, alors après, donc c'est pas lié forcément à l'ethnologie, hein, mais quelle que soit l'activité qu'on a, c'est de toujours conserver l'idée qu'on a un corps et on a un esprit et que en fait les deux ne font qu'un. C'est-à-dire qu'il faut faire fonctionner les deux en même temps. Quelques années après la création de l'unité d'ethnologie de Paris 7 par Robert Gelin, l'atelier d'ethnomenuiserie ouvre ses portes rue Charles V en plein cœur de Paris. Éric Gallet y enseignera pendant 20 ans. Alors, l'ethnologie à Paris 7, hein, je crois qu'elle était quand même un petit peu particulière dans le sens où c'est une ethnologie engagée. Hein, c'était rarement des gens qui venaient pour faire des études comme ça, quoi, simplement. Hein, c'était une passion, c'était soit une passion personnelle, soit un engagement. Bon, Robert Gelin, par exemple, était très engagé pour la sauvegarde des cultures, aussi bien du côté des Indiens d'Amérique du Sud que des Indiens d'Amérique du Nord. Enfin, il avait un poids, un rôle important de ce côté-là. Donc, effectivement, l'ethnologie, là, c'était pas simplement faire de l'ethnologie pour faire de l'ethnologie, mais c'était une façon d'interagir, d'inventer le monde, d'inventer. C'est ce que Jolien a appris l'invention de vivre, hein, c'était une façon d'inventer la vie. C'est pas seulement
pratiquer une discipline académique, ça allait bien au-delà. Pour moi, dans ce que j'ai apporté ici, peut-être au département, c'était cette dimension par rapport à la dimension romantique, engagée, etc., qui était celle d'un certain nombre de gens qui venaient ici. Moi, j'ai essayé de développer une dimension professionnelle, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est d'être le métier d'ethnologue aujourd'hui, quoi. En quoi ça correspond? Alors, naturellement, je ne parle pas des 1 ou 2 postes qu'il y a tous les ans au CNRS ou ailleurs, hein, puisque c'est complètement dérisoire. On avait quand même jusqu'à 250 étudiants qui étaient inscrits ici, hein, donc il y avait quand même un nombre de gens considérable. Alors même si on pense qu'il y en a un qui va devenir ethnologue patenté, qui va rentrer comme enseignant et enseigner l'ethnologie, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs une bonne chose, parce qu'un ethnologue, ça prend sa valeur quand c'est sur le terrain. Hein. Si c'est pour devenir un fonctionnaire sans avoir jamais beaucoup mis les pieds sur le terrain, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc la question qui se pose, c'est que faire pour les autres, hein? Est-ce que c'est une formation qui est une formation purement culturelle pour donner un vernis culturel à un certain nombre de gens, ou est-ce que c'est une formation qui peut conduire à une pratique, à des pratiques professionnelles? Et pendant plusieurs années, des bateaux se construisent. Donc c'est un coracle gallois, hein, ce truc noir. On peut le retourner, on peut le regarder. Ça c'est fait, celui-là en particulier, hein, il est fait avec des bois verts, donc il faut aller au bord d'une rivière, trouver des bois verts, et on les cintre, on les plante dans la terre, on les croise, on les ligature, hein, pour fabriquer une espèce de mannequin en forme sur lequel on vient habiller avec cette toile en coton, qui est une toile, a priori une simple toile en coton, mais qui en plus qui est même étanche, hein, parce que les toiles en coton c'est un peu comme les toiles de tente, c'est étanche, mais pour la protéger, pour éviter qu'elle s'abîme, on la passe au goudron. Et donc il y a eu toutes sortes de choses qui ont été faites, à la fois des choses très récentes, hein, comme les canoës par exemple en résine époxy qui ont donné lieu à des brochures, ou des bateaux en menuiserie cousue, résine époxy comme les catamarans, les kayaks dans ce genre-là, ou des technologies anciennes, traditionnelles, comme par exemple le canoë en toile de coton. Disons la suite des bateaux, ça a été un peu le fil conducteur qui a fait qu'on a tourné comme ça pendant 20 ans avec toutes sortes de bateaux différents, et avec en appendice de cette histoire la production de brochures. Il y a eu 3 brochures de fabrication qui ont été faites. C'est des petites brochures, mais en même temps c'était un plan de fabrication, il y avait tous les éléments pour fabriquer, et donc l'université a gagné beaucoup d'argent avec ces brochures. À mon avis, c'est la brochure qui a rapporté, c'est peut-être la seule qui a rapporté de l'argent à l'université, mais même s'il y en a eu d'autres, je pense que c'est celle qui a rapporté le plus d'argent. Je pense qu'on a dû faire entrer de l'ordre de 300 000 francs dans les caisses de l'université avec cette petite brochure. Alors ça nous a permis d'aménager ici. Donc là, on était en train de monter des activités de recherche, et donc ça a permis de financer l'achat de parquets de chêne, de plaques de placo, de matériaux de construction, et de fabriquer des bureaux dans ces murs ici, qui sont quand même a priori assez inhospitaliers, pour les transformer en un lieu qu'une fois des responsables de l'université a qualifié d'endroit le plus chaleureux de toute l'université. Alors moi, ce que je trouve quand même de positif, ça a été le fait que ce soit possible. Hein, c'est-à-dire que dans cette université-là, à cette époque-là, je ne sais pas si aujourd'hui ça sera encore, mais à cette époque-là, donc au début, à la création de l'université, s'est créé le département d'ethnologie, hein, avec Michel Alliot, qui était président de l'université, donc qui était complice dans l'affaire. C'était un complice de Robert Gelin. Donc s'est créé ce département d'ethnologie, et qu'ensuite ce département d'ethnologie a continué comme ça pendant plus d'une trentaine d'années, quoi, hein, 35 ans, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Ensuite, ce qui est extraordinaire, c'est cette possibilité qui a existé à un certain moment dans l'université de monter des projets comme ceux qu'on a montés ici. Déjà pour moi, qui venais de physique, de m'investir dans un secteur qui n'était pas celui de la physique, donc d'être une espèce de transfuge
discipline, ensuite de m'investir ici et de pouvoir, à travers quand même une certaine liberté, même si on ne donnait pas les moyens pour le faire, je me démerdais pour les trouver, de pouvoir quand même construire tout ce qui s'est fait autour de ça. Donc voilà, c'était quand même sous couvert du département d'ethnologie, qui était un lieu où je pense que les initiatives personnelles étaient particulièrement bienvenues. Hein. C'était un accueil quand même très, très chaleureux de la part de Robert Jolin par rapport à tout ça. Et pourtant, en 2005, l'université décide de fermer l'unité. Ils ont trouvé que ce mur était dangereux, ça faisait 30 ans qu'il était là et qu'il n'avait pas bougé. Et donc ils ont décrété qu'il était dangereux et donc ils ont fait un chantier gigantesque pour rien du tout, puisque de toute façon on ne pouvait plus travailler ici. Hein, et c'est là où ils ont tout foutu en vrac. Ils ont tout déplacé, tout notre matériel a été, le réseau a été déconnecté, enfin tout a été détruit à cette occasion-là, au nom de la sécurité, qui n'avait plus aucun intérêt, parce que de toute façon il n'y avait plus personne. Mais au moins, on était sûr qu'on allait pas commencer à travailler. Qu'est-ce que la pratique de l'ethnologie apporte dans la vie ? Dans cet univers de l'ethnologie à Paris 7, j'ai découvert quand même des façons d'être, dans la société contemporaine qui étaient assez, disons, atypiques par rapport à ce que j'en connaissais, par rapport à ce que j'imaginais pouvoir exister. Et donc ça s'est effectivement modifié radicalement ma posture par rapport au monde dans lequel je vivais. Et je pense de façon positive. Alors je suis peut-être pas objectif dans ce sens-là, c'est un peu peut-être difficile. Je dirais que, mais non, je me fais de rester côté de la physique. Mais bon, voilà, moi je trouve quand même que la mise en perspective des choses grâce à l'ethnologie, sur un plan personnel, ça m'a apporté beaucoup de choses. Et y compris dans les relations quotidiennes qu'on peut avoir avec les uns, avec les autres, avec ses proches, avec d'autres personnes avec qui on travaille, des choses comme ça. Je pense que c'est tout à fait essentiel. Un regard sur la vie, disons, qui est complètement différent. Je pense que pour l'université, l'ethnologie, c'est pas tout à fait simple à comprendre et à accepter. Quand j'ai l'université, je ne parle pas forcément de la mienne, je parle simplement du monde universitaire. Je pense que c'est pas simple parce que dans le champ des disciplines, je pense qu'il y a une vague, depuis quand même une ou deux générations, il y a une vague scientificisante qui est arrivée. Tout doit être scientifique, d'une façon ou d'une autre. Et y compris au niveau des sciences humaines. Hein. Les sciences humaines, autrefois, on appelait ça les lettres. Bon, maintenant, c'est devenu des sciences. Hein. Donc, on voit bien que même dans ce secteur-là, les sciences on fait une pression telle qu'il faut se revendiquer comme étant scientifique pour avoir un droit d'existence. Donc toutes les démarches académiques se réfèrent plus ou moins à des démarches scientifiques, à quelques exceptions près. Alors je pense que l'ethnologie fait référence à ces exceptions. La sociologie n'a pas fait exception. La sociologie est rentrée complètement dans cette idée qu'il fallait mettre en œuvre des démarches de type scientifique, c'est-à-dire ça a généré une sociologie assez statisticienne où il fallait enquêter sur des grands nombres, par exemple, avoir des populations représentatives. Mais c'est vrai que cette façon de faire les choses qui correspond à des démarches scientifiques n'est pas le fonds de commerce, je dirais, de l'ethnologie. C'est vrai que l'ethnologie n'a pas cette revendication à être scientifique. Quoiqu'elle s'intéresse aussi à ces démarches scientifiques, puisqu'elle s'intéresse à tout. Elle a un côté complètement transversal. Ce qu'a apporté l'ethnologie, c'est cette idée quand même d'aller voir
le monde ailleurs que dans notre monde académique occidental. Comme questionnement, disons que ça crée peut-être une qualité de regard peut-être un peu différente, c'est-à-dire on se met à voir les choses avec disons une soif de découvrir qu'est-ce qu'il y a dessous, qu'est-ce qui existe, quelle est la diversité qui se... Donc on est moins dans l'idée d'unifier les choses, parce qu'effectivement, unifier les choses, c'est un côté un peu rassurant, c'est une façon de se dire, voilà, on est tous du même, on est tous... mais en fait, c'est rassurant, mais pas du tout jouissif. Ce qui est jouissif, c'est de découvrir justement qu'on est tous de l'autre, on est tous, on est sans arrêt en confrontation avec de l'autre qui est complètement différent du soi. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui est beaucoup plus passionnant finalement que de se dire qu'on est tous pareils, quoi. Voilà, le plaisir de la vie, c'est de découvrir justement les différences qu'il peut y avoir entre les uns et les autres.